Eh bien, bonjour à tous, à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle saison d'Hors-Piste, cette saison 3. Et j'ai le plaisir d'accueillir Nasrine Reza cet après-midi. Alors, cet après-midi pour moi, ce matin pour toi, parce que tu es au Brésil, Nasrine, c'est ça? Oui, tout à fait, très cher Thomas. Merci en tout cas de l'invitation. Je suis ravie de partager ce moment avec toi et tous ceux qui nous écoutent. Avec joie. Merci d'être là. En fait, Hors-Piste, si vous découvrez ce rendez-vous, c'est une interview, une demi-heure pour écouter votre audace, une demi-heure pour écouter ces audacieux, ces audacieuses qui ont osé faire autrement et qui ont écouté cette petite voix ou autre chose. On verra avec toi, Nasrine, quel a été dans ton parcours ces endroits où, ben, à ce moment-là, ça fait très peur, où ça pose énormément de questions et en même temps, c'est par là que ça appelle. Et comment on écoute cet élan, cette voix qui nous traverse, qui nous transmute, j'ai même envie de dire, pour être qui nous sommes. Voilà. Et quand j'ai reçu le communiqué de presse de ton livre qui vient de sortir chez Erol, La Nutri-Émotion, je me suis dit, ah, mais ça, c'est une audacieuse comme j'aime. Et je ne sais pas exactement pourquoi on se parle cet après-midi, mais on le vivra en direct parce que c'est ça aussi hors piste. C'est de, c'est de vivre cet instant tel qu'il est, sans le programmer, sans le préparer. Et ça, pour les gens qui me connaissent, ils savent que je ne prépare pas mes interviews. Je suis avec toi dans l'instant présent avec mon invité. Et c'est un vrai plaisir. Merci d'être là encore. Merci à toi, Thomas. Merci pour cette rencontre. Alors Nasrine, comme je l'ai dit à l'instant, c'est que il y a quelque chose qui m'a appelé dans ton communiqué, c'est vraiment cet endroit de le pouvoir de l'accueil. Et c'est en ça où je pense qu'on est sur la même longueur d'onde parce qu'il y a quelque chose qui, quelque chose qui dit je ne peux pas vivre ou changer ou transformer quelque chose que je ne regarde pas. Ça, c'est dans ma pratique de l'accompagnement des bazars concrets et des bazars subtils avec le triconscient et de comment j'accompagne effectivement mes clients. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est là où ça connecte avec toi et c'est pour ça que j'avais envie de te rencontrer et de te faire découvrir au public français, même si je sais que tu traverses le monde et qu'il te connaît déjà. Il n'empêche que ça me tenait à cœur de te mettre en lumière aujourd'hui. Ah, merci, merci pour cette belle mise en lumière, très cher Thomas. Et comme Qu'est-ce tu que as mis le doigt... Ouais, dis-moi, ouais, dis-moi. tu peux nous parler un peu de ce pouvoir de l'accueil. Enfin, tu appelles ça Ouais. le pouvoir de l'accueil. Qu'est-ce que tu y mets dedans? Qu'est-ce que ça parle de quoi pour toi, ça? Le pouvoir de l'accueil est une énergie qui est totalement inclusive. Donc, c'est la toute première chose que j'aime mettre en évidence. Le pouvoir de l'accueil n'oppose ou ne s'oppose à aucune énergie. Hmm. Ça inclut tout. Donc, quand on parle du pouvoir de l'accueil, on parle d'une capacité innée qui est propre à l'être humain. Cette capacité innée, on arrive facilement à l'observer chez l'enfant en bas âge. L'enfant en bas âge, lorsqu'il rencontre une émotion, il va se laisser traverser par elle, il va la vivre, l'exprimer, si on lui donne cet espace, bien évidemment. Hmm. Donc, il n'y a pas d'état de lutte face à l'émotion qu'il va rencontrer à un instant donné. Idem pour le système de pensée ou les douleurs. Donc, le pouvoir de l'accueil est fondamentalement cette énergie qui permet ou qui nous permet d'être totalement à l'écoute Hmm. de ce qui se produit à chaque instant dans notre équipe terrestre. Donc, l'équipe terrestre, pour moi, c'est ce merveilleux trio, ma petite famille, qui est le corps, le mental et le système émotionnel. Donc, pour pouvoir vivre ici sur Terre, eh ben, on m'a donné 3 merveilleux alliés. Et si je veux pouvoir vivre une vie sereine, enrichissante, pleine de découvertes, et si je veux aussi pouvoir quelque part transcender des blocages, prendre mon courage pour dépasser certains défis, eh ben, il me faut une relation très, très, très stable, quelque part très harmonieuse avec cette équipe terrestre. Hmm. Donc, le pouvoir de l'accueil met vraiment l'accent sur quelle est la relation que j'entretiens maintenant avec ces 3 fidèles alliés.
Mm. Et en observant, en fait, parce que le pouvoir de l'accueil repose beaucoup sur l'observation, dont tu faisais mention avant. Donc, l'invitation ici que nous fait le pouvoir de l'accueil, c'est de porter beaucoup notre attention sur notre équipe terrestre. Voir comment le corps va maintenant, comment est-ce qu'il respire, s'il est décontracté ou s'il y a une quelconque tension. Observer le mental et le système émotionnel et accueillir ce qui se manifeste. Et accueillir ce qui se manifeste pour certains paraît tellement à l'opposé de ce qu'ils vivent dans leur quotidien parce qu'on nous a appris à l'échelle humaine, on nous a appris à être sur le pied de guerre, à gérer, à vouloir contrôler, à maîtriser. Donc, quand on parle de ce pouvoir d'accueil, très souvent les gens au début me disent « mais ça me fait peur, Nasrine, ça me Mm. fait peur de lâcher les rênes comme ça, tu vois, parce que jusqu'à maintenant, moi j'ai appris à être le maître de ce cheval. Donc j'ai bien tenu les rênes, j'ai guidé à gauche, à droite, etc. Donc c'était moi le maître du bord. Mm. Mais ce qu'on se rend compte aussi, et quand je demande aux gens, mais comment est-ce que vous vous sentez quand vous êtes dans cette gestion, qu'il s'agisse d'une gestion physique, émotionnelle ou mentale, on me dit toujours la même chose, on me dit ça m'enlève tellement d'énergie, ça m'épuise. Donc, fondamentalement, quand on parle du pouvoir de l'accueil, à nouveau, on n'exclut pas la lutte, on inclut la lutte, dans le Mm. sens où si maintenant il y a un état de lutte en moi, je vois qu'il y a une émotion de la tristesse. Je ne veux pas m'obliger à me dire « je dois accueillir cette tristesse ». Je veux juste regarder cette chose avec beaucoup d'attention, comme si c'était la chose la plus importante pour moi maintenant, et je laisse de côté tout le reste, les soucis des autres, mon compte bancaire, le qu'est-ce que je vais faire de ma vie. C'est juste ça qui se manifeste là à moi, et ça devient ma priorité d'aller regarder ce qui se passe ici, parce que si ici ça ne va pas, dans ma relation avec mon équipe terrestre, eh ben, je ne vais pas pouvoir avoir une bonne relation avec ma vie extérieure. Mm. Donc, je regarde cette tristesse et je vais simplement observer comment elle se manifeste à moi. Peu importe la forme qu'elle va prendre ou ce qu'elle va me dire, ou peut-être ce sera dans le silence et il y aura peut-être une autre émotion d'amour ou de colère qui va se rajouter à cela. Je veux juste être observateur de cela et me donner le droit de ressentir tout ce qu'il y a en plus de la tristesse finalement. Alors, il y aura peut-être de la lutte et je vais me dire, mais j'en ai marre de cette tristesse parce que ça fait 10 ans qu'elle me colle à la peau et je veux plus de cette tristesse. Donc, je vais accueillir le fait aussi qu'il y ait de la lutte. Mm. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on dit que l'accueil est une énergie hautement inclusive. Et quand je suis dans cet état-là d'accueil, quand, premièrement, déjà, je prends en compte ce qui se passe en moi et que je ne suis pas happée par tout ce qui est là à l'extérieur et on nous a entraînés à porter notre attention vers l'extérieur. À l'école déjà, hein, le prof disait c'est ici au tableau, là devant que ça se passe. Alors que moi j'étais dans mon petit dessin et que j'étais dans mon monde en train de vivre des choses extraordinaires et non, j'étais obligée de porter mon attention sur le tableau où il y avait des maths qui ne m'intéressaient pas du tout en plus. Donc, mon attention a été finalement entraînée à faire ce va-et-vient. Elle se porte, c'est comme une parabole, hein, notre attention est comme une parabole, une grosse parabole d'Anasa, une grosse antenne, et qui peut, si elle est dirigée vers l'intérieur, entendre et me retransmettre, transmettre à ma conscience ce qui se passe au niveau physique, mental et émotionnel, et aussi au niveau de l'intuition, parce que tout ça est lié. Et si elle se porte trop vers l'extérieur, si mon attention est tout le temps portée sur mes soucis financiers, la peur de perdre mon job, la situation actuelle, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que je vais y échapper ou pas, eh ben cette parabole finalement, à force, au fil de notre évolution, elle a comme commencé à se rouiller, si on veut donner une image, et elle est restée figée vers l'extérieur. Et c'est là où commence cette course vers le bonheur, vers le bien-être et À la l'extérieur. dépendance à l'extérieur. C'est Mm. là où vraiment on commence à être dans cette la dualité finalement s'accentue de cette façon parce qu'on se dit, et c'est ce qu'on nous fait croire aussi hein, à travers ce qu'on nous dit, etc., ce qu'on voit à la télé, mange un bout de chocolat et tout ira mieux, achète cette voiture et voilà. Et, je ne sais pas, acquiert plus de confiance en faisant telle et telle chose, à nouveau là à l'extérieur, et tu te sentiras mieux. Donc, on est devenu quelque part complètement dépendant d'un système extérieur. Et il n'y a rien de mal, il s'agit juste de faire les choses dans une certaine mesure, parce que l'invitation ici, ce n'est pas de se couper du monde extérieur, on ne veut pas dire dysfonctionnel, mais c'est l'invitation ici du pouvoir de l'accueil, c'est premièrement, ramène ton attention à la maison.
le pouvoir de l'accueil est une invitation à s'observer un grand maximum pour que nous puissions être à l'écoute des messages et des réels besoins de notre équipe terrestre. Merci Nasrine. Je saisis encore plus précisément pourquoi on se parle cet après-midi. Et sur cette dimension de revenir chez soi et que tout part de chez soi, je voudrais revenir juste un tout petit peu en arrière sur un endroit où tu parlais de dès l'enfance, si j'ai eu l'espace. Et comme je suis sensible à l'espace, justement, de comment je vis ma place, comment je prends ma place, comment je la vis, il n'y a rien à prendre, on a juste à vivre qui nous sommes. Ça, c'est ma conviction. C'est justement comment, euh, si tu peux nous parler, toi, à cet endroit de ton chemin, as-tu eu l'espace ou pas? Alors, tu en parles un petit peu déjà à l'école en disant non, c'est par là que ça se passe. Donc il y a un changement de trajectoire, il y a un hors-piste, mais plutôt toxique à un endroit, puisqu'on se coupe de soi-même à cet endroit-là. Et est-ce que tu peux nous dire justement quelles ont été les pierres sur le chemin qui t'ont permis de dire mais en fait c'est pas ça que je veux. En fait c'est ça, c'est pas cette piste-là que je veux. C'est celle qui m'appelle. Comment ça s'est passé Alors, pour toi? Cette écoute-là. oui, cette écoute, elle s'est Elle était là au début, comme pour chaque être humain. Hmm, Tout au début de notre histoire, cette écoute est là, bien hmm, qu'on n'en ait pas conscience, mais elle se donne. Donc, il y a quelque chose qui se passe, ça transmet, ça exprime ce qui se passe ici à l'intérieur. C'est authentique, c'est transparent. Voilà les grandes qualités de l'enfant, n'est-ce pas? Donc, au début, ça se donnait, comme pour toi, très cher Thomas, comme pour tous les êtres humains. Et à un moment donné, je me suis aperçue qu'il y avait une peur fondamentalement qui m'affectait pour diverses raisons et qui affectait aussi toute la collectivité. Parce qu'une fois que je l'ai vu ici, j'ai pu le reconnaître là à l'extérieur aussi, parce que tout passe toujours par soi avant tout. Et cet élément-là, pour moi, alors je l'ai nommé comme ça, s'appelait la peur de ne pas être aimé. hmm, Donc, cette peur de ne pas être aimé fondamentalement, m'a entraînée dans un chemin à un moment donné où j'ai commencé à lutter envers ce qui se passait ici dedans, où je ne donnais plus de l'espace aux émotions, où j'affichais des faux sourires pour faire semblant que tout allait bien, parce que je ne voulais pas être rejetée, parce que je voulais être aimée, parce que je voulais être reconnue, parce que tout ça, et toute l'humanité comprend, je crois, et se reconnaît à travers ces mots. hmm, Donc, la peur de ne pas être aimée est sournoise quelque part, parce qu'elle s'immisce à un très jeune âge déjà, par des espèces de petits chantages qu'on peut donner aussi ou faire à l'enfant en disant, tu vois, si tu fais ça, maman, papa seront tellement fiers de toi ou tellement contents. Si tu as de bonnes notes à l'école, alors oui, on va t'acheter ton super vélo ou peu importe, hein, que ce soit à l'enfance ou maintenant. Si on observe la dynamique qui régit notre vie, on verra que cette peur de ne pas être aimé est là depuis longtemps. hmm. Et plus je vais l'observer, plus je vais la sublimer. Plus je la sublime, plus je reprends ma place. Ma place d'être libre, authentique et totalement imprévisible. Comment, comment tu vis ça au quotidien? C'est-à-dire, c'est quoi ton quotidien avec cette authenticité? Est-ce que du coup, on peut imaginer, moi, parce que cette peur d'être aimé, elle est connectée à la peur de la solitude et du rejet chez moi. Enfin, était connectée, enfin, l'est toujours parce que la blessure reste là, mais après, on peut l'embaumer, on peut en prendre soin et en avoir conscience du coup pour ne pas se reprendre les pieds dans le tapis. Mais effectivement, moi, c'était connecté à la solitude et au rejet. Est-ce que pour ceux qui nous écoutent, c'est de quel est ton point de vue là-dessus? Qu'est-ce qu'il y avait derrière cette peur de ne pas être aimée? Est-ce que c'était de te retrouver toute seule ou d'être jugée ou comment ça s'est matérialisé chez toi? Bah, au fait, alors initialement, quand je parle de cette peur de ne pas être aimé, tu vois là, je l'ai mise en lien avec le monde extérieur. Mais fondamentalement, elle partait de moi. Hmm, C'était que j'avais peur, au fait, de moi-même. hmm, Parce qu'à un moment donné, je me suis aperçue qu'il y avait des potentiels en moi et certaines facultés
que je ne retrouvais pas auprès d'autres personnes et elles m'effrayaient, mais grandement. Lesquels? Euh, une intuition exacerbée, Mhm. donc le fait de recevoir des informations en lien avec les personnes. Et comme j'étais très spontanée jusqu'à un certain âge, je transmettais ces informations de manière totalement automatique. Alors, il m'arrivait d'être au milieu d'un cours de maths. Et au milieu du cours Décidément, de les maths, maths. il fallait que je... Oui, les maths, chez moi, ça a été un truc... Ouais, j'entends. Et voilà, il m'arrivait de transmettre au milieu du cours de maths un message par rapport à un problème rénal ou à mon prof de maths. Donc, j'étais rejetée. On me disait, non, mais attends, enfin, déjà, pour qui est-ce que tu te prends? Et puis, c'est quoi? Même si par la suite, ça se vérifiait que le prof venait me voir en disant, mais comment c'est possible? Et pourquoi? Et qu'est-ce que je dois faire? Et pour finir, on demandait de l'aide. Et ça m'effrayait doublement parce que je me disais, mais moi, je veux pas être responsable. Moi, Ouais. je veux pas porter cette responsabilité. J'ai pas envie qu'on vienne me demander après. Donc, j'étais vraiment dans un conflit extrême, dans un conflit tel qu'à un moment donné, j'avais plus envie de vivre. Hmm. Et en fait, tout ça, cette peur-là de ne pas être aimée, c'était une lutte qu'il y avait en moi. C'était un rejet total face à certaines facettes qui composent cet être. Hmm. Et au bout d'un moment, cette lutte était telle que ça t'épuise. Et quand tu n'as plus assez d'énergie, parce qu'il te faut de l'énergie pour vivre, n'est-ce pas? Bah, quand tu n'as plus assez d'énergie, vraiment plus assez d'énergie, bah, tu as envie de mourir. Hmm. Parce que tu n'as plus assez d'énergie. C'est juste une conséquence logique. Il n'y a rien de plus dramatique là derrière. C'est juste très biologique et chimique ce qui se passe à ce moment-là aussi. Donc, tu vois, pour moi, ça a été ça, le déclencheur. C'était de me dire à un moment donné, mais au fait, Nasrine, le problème, ce n'est pas les gens, comment ils te traitent. C'est que toi, tu t'acceptes pas avec ces facultés quelque part. Hmm. C'est que tu ne te donnes pas le droit d'être comme ça et que tu ne te donnes pas le droit de vivre à travers cette énergie et cette couleur qui est la tienne. Comment tu fais justement, toi, qui face à ces dons, enfin moi j'appelle ça des dons, tu t'appelles ça des facultés, une qualité d'être. Enfin, je sais pas comment les gens appellent ça, mais en tout cas, cette faculté, tu vois, je fais ce geste-là parce que c'est le don, c'est que ça te traverse, celle avec un grand E. Comment tu as euh, laissé de la place justement de plus en plus à qui tu es finalement? J'étais dans une situation où j'avais le choix de vivre ou de mourir. Hmm. Voilà, j'en étais arrivée à quelque chose d'assez radical finalement. Parce que je me suis dit, vivre dans ces circonstances-là, ça ne fait aucun sens. Si c'est pour m'étouffer moi-même complètement, alors pourquoi est-ce que Nasrine devrait exister ici? Si c'est pour jouer le rôle de quelqu'un d'autre, l'autre est déjà là, c'est bon, sa place est déjà prise. Hmm. Ouais. Donc soit tu prends ta place, Nasrine, soit tu quittes la sphère et tu vas t'amuser ailleurs. Mais j'étais vraiment face à quelque chose qui m'a accompagnée pendant un certain temps. Hein. C'était pas, oui, là, j'ai envie de me tuer et tac, et on y va. C'était pas du tout dans une frénésie pareille. C'était très posé, très regardé, très pesé et entre me dire, ben voilà, voilà les risques que tu vas peut-être prendre en étant complètement toi-même. Hmm. Donc, prépare-toi déjà à l'idée que du rejet, il y en aura. Hmm. Mais chaque forme de rejet va te montrer des facettes qui en toi ne sont pas encore accueillies. Donc remercie la vie, remercie les gens quand ils pointent du doigt et qui te disent mais je t'aime pas comme tu es ou non, c'est pas acceptable d'être comme tu es. Va regarder en toi, va regarder quoi, Nasri? Regarde les émotions que cela met en lumière, ces émotions qui n'ont pas été accueillies. Et Hmm. ces émotions qui sont étouffées ici en moi ne sont pas forcément des émotions qui sont en lien avec mon histoire personnelle. On parle de bagages héréditaires. On parle d'émotions que mes prédécesseurs n'arrivaient pas à accueillir non plus. Hmm. Bah oui, la tristesse, maman, elle a connue, non? Cette tristesse, ou une partie du moins, je la porte encore en moi parce que chacun, quelque part, est là pour, à l'échelle humaine, pouvoir mettre en lumière des choses qui sont restées dans l'obscurité. Et si c'est pas moi que je le fais et que je m'ôte la vie, bah, ce sera quelqu'un d'autre qui va le faire. Mes enfants, si j'en ai, ou d'autres membres de ma famille, ou Thomas. Bah oui, parce que je crois que la vie est tellement bien orchestrée qu'elle va donner les émotions et les choses qui sont à vivre aux personnes qui ont une capacité d'accueil pour le faire. Hmm. Donc, quand on parle de défi, c'est pas comme si la vie nous disait, alors on va voir si tu vas réussir à survivre à cette chose.
Non, c'est plutôt pour dire, mais au fait, j'ai mis ça entre tes mains, j'ai mis ces émotions-là entre tes mains, ces émotions orphelines et qui ont été frappées à de nombreuses portes et qui sont restées au bas de la porte, rejetées, affamées, attristées. Et je les mets entre tes mains parce que je sais que toi, tu as la capacité de les accueillir. Donc, il n'y a jamais de défaut de parcours là-dedans. Et je ne trouvais pas que c'était un défaut de parcours de ma part de me demander si j'avais envie de m'ôter la vie. Pas du tout. Je mettais en lumière là beaucoup de choses. Et le fait de se dire que finalement, l'extérieur est aussi nous permet de voir comment nous occupons de nos émotions. Mais je mets là, occupons entre de grandes parenthèses. Il ne s'agit pas de gérer les émotions. Et c'est ce que la nutri-émotion pointe du doigt sans cesse, parce que tout le système est bâti sur le pouvoir de l'accueil, et le pouvoir de l'accueil prend en compte essentiellement les émotions. Pourquoi? Parce qu'elles résument tout ce qui se passe dans l'équipe terrestre. Si maintenant il y a une peur, ça veut dire, 1, que mon corps physique est crispé, 2, qu'il est en train de se déshydrater, donc il y a un état de lutte en lui. Troisièmement, ça veut dire que des pensées sont générées en lien avec cette peur. Donc, au lieu d'aller accueillir la tension physique, la douleur à l'épaule ou une autre douleur, au lieu de vouloir aider mon corps à se décrisper, au lieu de vouloir gérer mon mental en lui disant arrête d'être négatif, sois positif, sois positif, sois positif, enfin, un truc qui sert juste à rien, à part se raconter une nouvelle histoire qu'on colle, qu'on surimpose à une réalité. Donc, je mets des pansements sur des pansements et la plaie continue à être purulente. Donc, au lieu de faire tout ça, ça prendrait énormément d'énergie et je resterais assise là à faire ça toute ma journée. Je prends juste en compte l'émotion parce qu'elle est comme, tu vois, comme dans un triangle, comme dans une pyramide. Elle représente la pointe de la pyramide. Donc, si je prends ça en compte, je prends en compte tout le reste, tout ce qui se passe au niveau du corps physique. Mais pour accueillir une émotion, je passe par le corps physique. C'est intimement lié et c'est ce qu'on met en lumière aussi dans la nutri-émotion, les corrélations entre les émotions refoulées et le corps physique et la déshydratation. Donc, quand j'ai une émotion comme la peur maintenant qui se manifeste à ma conscience, la toute première chose que je vais observer, c'est le corps physique. Parce que l'accueil est un acte qui passe par le corps physique. Ici, on vit dans une dimension physique. Si je reste purement dans le mental en me disant oui, j'accueille la peur, nanani, parce qu'on m'a dit de le faire, ça ne va jamais s'imprimer dans mes cellules, non? Ça ne va jamais être vécu. C'est ça, c'est ça. Donc, je commence toujours par la base, qui est le corps physique. Pas de corps ici, pas de vie. Voilà, je ne peux pas fonctionner qu'avec un mental et un système émotionnel, du moins, je n'en ai pas vu des gens comme ça. Donc, je vais commencer par observer le corps. Le fait de porter mon intention, de ramener la parabole ici sur cet espace intérieur, va détendre le corps automatiquement, franchement. Je n'ai même pas besoin de fermer les yeux. Si je me dis juste, ok, Nasrine, observe comment respire ton corps maintenant. Et imaginons que je sois comme ça. Ben, il y a quelque chose qui va faire que ça va se détendre tout seul. Donc, très important, l'effort et la volonté, on laisse tomber. Parce que si je me dis, il faut que je baisse mes épaules, il faut que je baisse mes épaules, je suis dans un état de lutte parce que je veux contrer ce qui est maintenant. Et l'accueil… Et je suis en train de dire la même chose que ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, si je dis, il faut que je baisse mes épaules seront tout sauf baissées puisque je redonne de l'énergie au blocage finalement. Exactement, exactement. Eureka, très cher Thomas, tout à fait. Donc finalement, c'est très simple à observer, tu vois. Quand cette peur, je finis juste ma parenthèse, quand cette peur s'affiche ici à ma conscience, que j'observe le corps physique, il va se détendre. Quand le corps se détend au niveau cellulaire, et moi ça m'a fait kiffer toute ma vie, et ça me fait toujours kiffer, c'est de collaborer avec des épigénéticiens et des biologistes, etc. Ce qu'on a pu observer, c'est que toutes nos cellules ici à l'intérieur, bien que ça paraisse être statique, il y a tout qui est tout le temps en mouvement. Chacune de ces milliards de cellules, eh ben, elles sont tout le temps en mouvement. Et ce qui se passe, c'est que quand j'observe mon corps et qu'il se détend, ça se détend à l'intérieur. Il faut s'imaginer que la cellule, c'est comme une fleur qui éclot à ce moment-là. Ça s'ouvre. Alors, il y a des portes spécifiques qui permettent le passage de l'eau qui s'ouvrent. Et à ce moment-là, mon corps physique peut s'hydrater. Parce que de l'eau, j'en ai tout plein dans mon corps physique. Mais le problème, c'est je peux boire 3 litres d'eau par jour. Ça ne sert à rien. Si mon corps est crispé, tout est fermé. Donc, l'eau, elle ne va jamais pénétrer à l'intérieur de la cellule. Donc, la base de la base, c'est le corps. En observant le corps, ça s'ouvre, l'eau circule. Le fait que l'eau circule à l'intérieur du corps va générer une nouvelle énergie. Un apaisement surtout. Ça va apaiser mon système mental. Si mon corps est relaxé,
Tu ne peux pas stresser mon mental. Tu ne peux pas stresser une personne qui a un corps relaxé. C'est juste pas possible. C'est pour ça que les yogis sont tout le temps pétés, quoi. C'est pas parce qu'ils fument toute la journée, mais c'est parce qu'ils sont dans cette relaxation intérieure, dans cette fluidité-là. Donc, la première chose, c'est ça. Et ça se produit comme ça. Et moi, j'étais presque prosternée devant le processus quand j'ai vu ce qui se passait au niveau de la cellule, quand j'observe le corps physique. Et à ce moment-là, c'est ouvert. Et quand, après, je vais regarder l'émotion et lui dire, bah, OK, t'es là, chère peur. Bah, je te donne le droit d'être là, chère peur. Et tu seras encore là. Ça fait partie de la vie. Et tu fais partie de la vie humaine. La peur, la colère, la tristesse. Ça fait partie de la vie humaine. Ce qui ne fait pas partie de la vie humaine, c'est la joie omniprésente. Ça fait partie d'une autre sphère, pas de la dualité. On ne la trouvera pas ici, la joie omniprésente. Ici, on trouve des vagues, des mouvements, ça surfe, tu vois. Donc, quand je fais ça, bah, l'émotion, elle va pouvoir s'imprimer au niveau physique. Elle va être accueillie. Il y a tout un processus hautement sophistiqué, je ne rentre pas ici en détail, mais au niveau génétique, à ce moment-là, sur des parties spécifiques, il y a un processus chimique qui se met en place et qui annule, au fait, on appelle ça la méthylation. Donc, il y a un processus vraiment de libération, de blocage émotionnel, pas que pour moi, mais pour toute ma lignée. Et tout ce que j'accueille moi ici dedans est bon pour toute ma lignée, mais bon aussi pour l'humanité, parce que nous sommes tous interconnectés. Merci Nasrine. De tout cœur. Merci beaucoup. Et voilà, pour ceux qui connaissent ce rendez-vous et qui connaissent ma pratique, ma vision du mouvement de la vie justement que j'accompagne avec le tri conscient, c'est cette idée de laisser aussi du vide, parce que le vide n'est pas vide, le vide se remplit de de ce qui est nécessaire et aussi permet l'émergence. Et c'est vrai que j'aime ce silence après tout ce que tu as ouvert justement, à l'image de ce que tu racontes, de pouvoir accueillir et laisser grandir cet espace en chacun de nous, d'accueil inconditionnel, c'est comme ça que je le traduis, le pouvoir de l'accueil, c'est sans condition aucune. Et voilà, merci. De tout cœur, merci à toi, très cher Thomas. Merci beaucoup Super. pour cet accueil. Et donc Nutri Émotion, donc qui est paru chez Erol, je le rappelle, qui vient de sortir début du mois. Là, on est en octobre, ça fait à peine une petite semaine qu'il est dans toutes les bonnes librairies, et qui fait ce lien. Alors je suis dedans. L'agenda, il est arrivé un petit peu tard. L'agenda fait que on se parlait aujourd'hui. Je l'ai pas terminé. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est cette simplicité, cette clarté, cet accompagnement aussi. C'est avec des exercices clairs, avec des questions claires. Moi, je suis un poseur de questions, donc c'est en ça où on se retrouve aussi à cet endroit, de poser des questions claires parce que c'est le lecteur, c'est l'autre qui sait c'est l'autre qui sait. Moi, je ne sais pas ce que l'autre sait déjà, sauf que ce que je sais, c'est que je peux mettre en lumière avec une question. Et j'aime beaucoup justement ton écriture où il y a beaucoup de questions pour que la personne, justement, pour reprendre ton image, remette la parabole chez elle. Et est-ce que tu peux en dire un peu plus sur le lien entre, alors tu l'as dit, hein, à partir du moment où je me détends et l'émotion est accueillie, je me détends et l'eau peut pénétrer, peut hydrater, peut rendre de nouveau cette fluidité. Moi, ce que j'ai pu observer, j'en suis venue à cette observation à travers mes propres expériences. Donc, j'ai pu observer à quel point le refoulement émotionnel affectait mon corps physique, à quel point il se déshydratait. Quand je parle de déshydratation, je parle d'une perte d'énergie. Comme je te disais tout à l'heure, hein, au bout d'un moment, tu n'as plus d'énergie, donc tu n'as plus envie de vivre. Il te faut de l'énergie pour vivre. Donc, cette corrélation-là, je l'ai perçue à travers ma propre histoire de vie. Et c'est très étrange parce qu'à un moment donné, j'étais vraiment affaiblie physiquement. Et la seule chose que j'arrivais à faire, c'était de boire de l'eau. Mais quand j'ai pris cette gorgée d'eau, c'était un matin où je n'arrivais pas à me hisser du lit. Quand j'ai pris cette gorgée d'eau, tu sais, ça paraît un peu surréaliste ce que je vais dire,
mais j'ai l'impression que ça m'a redonné un nouveau souffle de vie, littéralement. Mm. J'ai senti cette eau pour la première fois, comme si j'arrivais à voir l'eau d'une toute autre façon, de manière beaucoup plus énergétique, et j'arrivais à voir ce qu'elle produisait en moi. Enfin, toutes ces recherches après, Mm. en fait, découlent initialement d'informations qu'on me donnait. Et de Parce cette que j'avais expérience. et de cette expérience. Donc, Mm. j'ai commencé à voir, ça s'est affiché en moi. D'abord, je me suis dit, là, tu es en train de délirer complètement. Mais après, quand j'ai commencé à exposer cela, les gens me disent, mais c'est très intéressant. Puis après, quand on allait plus en détail, en disant, oui, mais c'est à cet endroit-là, sur le gène, que ça va s'imprimer, ce refoulement émotionnel, on commence à faire des recherches et on se rendait compte qu'en effet. Donc, il y a tout un univers là derrière. Mais si on veut résumer pour que ça reste simple ici, pour avoir une image très simple, c'est qu'il faut se dire une chose, c'est que le corps physique est essentiellement constitué d'eau. Et à la base. Quand je parle d'eau, il est faux de parler d'eau, mais c'est pour rendre la chose plus facile. On parle d'atomes d'hydrogène. Mm. C'est le premier constituant. Mm. Donc l'atome d'hydrogène, je le trouve en masse, en abondance, dans de l'eau plate. C'est là où il y a le plus d'hydrogène. Et mon corps physique a besoin de cet atome d'hydrogène pour tout faire. Absolument toutes les fonctions ont besoin, nécessitent de ces atomes d'hydrogène. Donc quand je vais boire, c'est pas juste que ça hydrate. J'amène ici un matériau de base pour que mon système génétique, pour que mes gènes puissent se reconstruire, pour que ma membrane cellulaire puisse se reconstruire, pour que la peau puisse se reconstruire, pour que tout cela puisse se faire. Mm. Donc, ça, c'est une partie ici. Mais essentiellement, quand je parle de l'eau, il s'agit vraiment de se dire que si mon corps physique veut avoir de l'énergie, si je veux avoir de l'énergie pour vivre, il faut que je fournisse de l'eau à mon corps. Mais si je suis dans un état de stress qui est synonyme de lutte face à une émotion, parce que c'est toujours en lien avec une émotion refoulée, alors mon corps physique ne va pas pouvoir absorber l'eau. Mm. Donc, il va continuer à se déshydrater. Donc ça n'a Donc, rien à... Il n'y a aucun lien entre la quantité d'eau que je bois et la capacité à l'intégrer parce qu'il y a ce trait d'union qui est important, c'est cet accueil, cette détente et cet accueil de l'émotion refoulée, comme tu disais tout à l'heure. Exactement, Il y a Thomas. besoin C'est des tout deux. à fait ça. Mm. Oui, il y a besoin des deux. Tout Mm. à fait. Et donc, la personne, par exemple, quand elle suit le livre, là, la Nutri-émotion, qui est en fait une retranscription des accompagnements que j'ai pu faire, parce qu'à chaque fois l'histoire de gens que j'ai rencontrés, de leur propre histoire de vie et de comment ça s'est passé pour eux, selon leurs problèmes, qu'il s'agissait d'un problème physique, de couple, d'un surpoids, d'anorexie, enfin, ça regroupe tout. Ce qu'on peut retrouver là finalement, c'est que à chaque fois que les personnes commençaient à boire de l'eau de manière relaxée, elles sentaient une différence. Pas Mm. qu'au niveau physique, c'est pas que la douleur commençait à disparaître, parce que fondamentalement, une douleur est le revers d'une déshydratation sévère. Donc, on sait que quelqu'un qui souffre physiquement, c'est quelqu'un qui est déshydraté. Aujourd'hui, on peut même aller mesurer cela, mais c'est avec des machines hautement sophistiquées qu'on retrouve genre à la NASA, donc c'est pas accessible à nous tous. Mais quand la personne commence à boire de l'eau en étant relaxée, sinon ça ne sert à rien à nouveau, elle se rend compte que les douleurs diminuent, le mental s'apaise, il y a moins d'agitation et le système émotionnel ne fait plus des grands huit de manière aussi intense. Il y en aura des mouvements, mais ce sera beaucoup plus serein. Donc, il y a un équilibre qui se met en place à partir d'une hydratation. Je dis toujours, si votre terrain, vous imaginez que ça, c'est votre jardin, vous voulez planter des arbres fruitiers pour avoir un jardin luxuriant. Si votre terrain de base est déshydraté, tous vos efforts seront vains. Que vous fassiez un développement personnel, que vous allez chercher dans vos Dans les prédécesseurs, lignées, dans les héritages. ça ne sert à rien. Ça peut paraître radical, mais ça ne sert à rien. Mm. Parce que ça ne va pas pouvoir s'imprimer dans mon terrain physique, dans ce physique-ci dans lequel je vis, parce qu'il n'y a pas l'énergie pour accueillir cela, puisqu'il est complètement désert, dans le désert. Donc, finalement, c'est très logique. Le processus est très logique, tu vois, mais on oublie que l'eau est tellement importante. Mm. Merci Nasrine. Mm. Merci beaucoup de redonner cette information. Enfin, oui, le contenu ne peut pas se poser dans le contenant fermé
ou absent ou pas clair. C'est-à-dire, c'est vraiment de comment j'accueille ça, et c'est vraiment cette dimension du contenant. Euh, Ça, c'est mon jargon contenant-contenu parce que c'est vraiment, ça parle de la même chose, de ce mouvement de la vie qui dit que si ça se pose à un endroit, c'est bien parce qu'il y a quelque chose qui l'accueille et je ne peux pas effectivement accueillir s'il n'y a pas de contenant qui est prêt à ouvrir les bras, à embrasser, hein, au premier sens du terme, avec ses bras, ce qui est présent. Et alors, c'est assez intéressant parce que l'expérience que je vis depuis le début de la lecture de ton livre, euh, et c'est en t'écoutant maintenant, je vois ce qui s'est passé ce midi pour moi. Donc c'est vraiment très frais. C'est que depuis que j'ai lu ces fameux mots, le pouvoir de l'accueil, euh, donc je pratique ces quatre mots-là, le pouvoir de l'accueil, ça fait peut-être 5 mots, peu importe. Au moment où la douleur vient à la surface, vraiment d'être dans l'accueil de bienvenue, juste de dire bienvenue, ça c'est peut-être l'un de mes mots préférés. Dans les accompagnements, c'est bienvenue tel que tu es. Et, euh, et de déjà voir la différence que comment ça œuvre différemment. Et ce midi, là où j'en viens, c'est que ce midi, je me suis versé un verre d'eau que j'ai bu assis calmement. Et c'est en t'écoutant cet après-midi que je vois peut-être intuitivement ou télépathiquement, même si j'ai pas fini le bouquin, de faire ce combiné avec l'accueil inconditionnel et euh, l'hydratation consciente. C'est comme ça que je l'entends. Merci pour cette présentation de, de cette évidence, j'ai envie de dire, oui, cette vie qui danse dans cette eau, cette fluidité dont tu parles magnifiquement bien. Merci beaucoup. Oui, avec plaisir. Et j'aime beaucoup cette phrase, puisque je facilite des huttes de sudation, donc je verse l'eau de la vie, justement, dans ces processus. Ok. Et j'aime beaucoup cette phrase qui dit que l'eau connaît le chemin, parce que c'est quand même un élément qui ne qui peut déjà changer d'état, mais qui ne connaît pas l'obstacle finalement, parce qu'elle va trouver le chemin pour se détourner, pour même au goutte à goutte rogner la pierre, le roc pendant des millions d'années peut-être. Il n'empêche que l'eau connaît le chemin. Et ça me plaît d'autant plus tout ce que tu nous racontes là cet après-midi de comment aussi nous avons notre responsabilité de comment on l'accueille, comment on ouvre le chemin aussi pour que cette eau puisse œuvrer là où elle a besoin. Mm. Oui, quelle belle mise en lumière, très cher Thomas. Mm. En effet, tu sais, le simple fait de juste dans la journée, juste quand on boit de l'eau, imaginons, à chaque fois qu'on va boire de l'eau, moi j'invite toujours, les premiers jours, on va le faire les yeux fermés. Parce que si je ferme les yeux, mon attention est à la maison, là, elle ne peut pas être absorbée par ce qui se passe très difficilement. Et donc, je suis dans cet état-là de relaxation. Et quand je suis dans cet état-là de relaxation, en plus, j'hydrate le corps physique, Mm. je me rends compte à quel point c'est bon d'être à la maison. Mm. À quel point c'est tellement bon d'être à la maison et que je suis toujours à la maison. Tout est une question d'attention et d'état de lutte ou d'accueil. Donc, je peux totalement, peu importe le tumulte extérieur, je peux plusieurs fois dans la journée juste fermer les yeux. Je n'ai pas à forcer, hein? Je vais simplement mettre le corps en contact avec l'eau. Tu sais qu'au début, quand j'accompagnais les gens, entre guillemets, on leur réapprenait presque à boire. Ouais. Parce qu'on fait tout de manière tellement machinale, tellement robotique. Je mange comme un robot, je bois. Il n'y a rien qui est conscientisé, très rarement chez la plupart. Que je leur disais, mais c'est comme quand tu donnes le biberon à un nourrisson. Tu vois, tu vas pas lui enlever le biberon, tu vas juste le mettre en contact avec cette énergie qui est son énergie de vie, pas d'eau, pas de vie. Tu vas fermer les yeux et tu vas observer. Peut-être qu'il va boire doucement, peut-être qu'il va faire une pause, peut-être qu'il va. Qu'est-ce qu'il fait le nourrisson quand il a plus soif? Ben, il tourne la tête, non? Il va pas te donner un signal mental, il va pas te parler, il va pas dire le corps physique, j'ai assez bu, mes cellules sont hydratées. Ça, c'est du bavardage mental qui essaie d'intervenir. Et lui, il aime interpréter ce qui se passe parce que ça le rassure. Mais quand on est en contact avec le corps physique, on est à l'écoute de symptômes physiques. Donc, tant que mon corps physique ne fait pas ça,
c'est qu'il n'a pas assez bu. Donc, c'est très simple aussi d'être en contact avec lui, tu vois. Et donc, quand on est dans cette dynamique, on se rend compte qu'on est toujours bien là, à la maison. Ça... Magnifique. Merci. Merci pour cette hors-piste. Voilà, je vois vraiment ce mouvement de l'eau, justement, qui a pas de piste préconçue. C'est en ça où ça confirme que tu as toute ta place dans cette émission encore. Et merci à mon intuition. Et parce que effectivement, c'est cette énergie dans tout ce que tu dis, dans cette fluidité d'aller là où c'est, effectivement avec le pouvoir de l'accueil, mais d'accueillir là où c'est, d'aller avec ce que j'appelle d'aller avec, pour que ce qui doit se fasse. Et ça parle là, ça me parle de foi. Comment tu, comment tu vis cette dimension j'appelle ça la confiance plus, la foi. Comment tu vis toi ça au jour le jour? La confiance, c'est intrinsèque à la nature humaine. Parce que si j'avais pas eu confiance, dès mon plus jeune âge, jamais je serais remontée sur le vélo duquel je suis tombée, qui m'a vraiment fait mal. Donc, c'est pas quelque chose qui s'acquiert. J'observe que cette confiance, quelque part, est déjà là quand je me rends compte, ne serait-ce que des quelques fonctions qu'est en train d'accomplir mon corps physique. Quand je me rends compte du miracle que c'est, je ne peux plus le sous-estimer. Si je ne peux plus le sous-estimer, il n'y a plus de notion de confiance, n'est-ce pas? Donc, plus je porte, c'est pour ça que le pouvoir de l'accueil et la nutri-émotion à travers toutes ces questions, c'est pas pour intellectualiser la chose. Les questions, c'est juste pour que la parabole fasse ceci, pour qu'elle revienne à la maison. Donc, l'invitation ici, c'est à nouveau, plus je vais observer cette machinerie, c'est la plus sophistiquée de la planète bleue quand même, on a tendance à oublier. Hein. Surtout à cette époque-ci où les choses, on met la vulnérabilité tellement à l'avant-plan. Mais je crois que si tous les êtres humains se prenaient un peu plus le temps à juste se dire, OK, là, il est en train de faire quoi? Ben, il est en train de parler, il respire en même temps, mes cheveux continuent à pousser, il est en train de digérer mon déjeuner, le cœur bat, oui, parce qu'on est sinon ce serait vraiment pas possible. Donc, ça fait déjà 5 trucs. Hein. Mais il y en a des milliards parce qu'on a des milliards de cellules et chaque cellule est en train de travailler à l'unisson pour que cela puisse fonctionner. Elle est là toute la magie. Elle est là toute la magie. Et c'est un miracle. Et quand je me rends compte que c'est un miracle, il n'y a plus de place pour les notions de confiance. Je ne peux plus que me prosterner et dire waouh, merci. Tu vois. Donc, je n'ai pas à m'inquiéter, à me dire est-ce qu'il va me donner un prochain battement de cœur? Est-ce que je lui fais assez confiance pour qu'il me donne un battement de cœur? Il me l'offre. Mais enfin, je suis bénie, non? On m'a donné tout ça. Ce serait tellement dommage, je trouve, de passer à côté de cette exploration-ci, parce qu'il y a tellement de choses à explorer, tellement de révélations qui nous attendent si on ramène la parabole à la maison. Voilà. Encore un temps là pour écouter l'écho, j'appelle ça comme ça, d'écouter l'écho de ce que tu viens de dire. Merci. Alors, hors piste, j'ai une question gimmick à la fin de l'épisode. On arrive à la fin de notre boucle. C'est quel est ton hors-piste du jour ou quel est ton hors-piste du moment? Cet endroit où justement quelque part il n'y a pas de piste pré-tracée. On est dans une zone inconnue et en même temps on vient de parler de confiance et de foi en disant ben, finalement tout est bienvenu et je suis béni. Donc est-ce que tu es encore dans ce plan-ci? On va dire, on est quand même sur comme tu disais tout à l'heure, un plan physique avec une dualité, et effectivement, c'est comme ça que c'est ici que ça se vit aussi. Est-ce que tu as aujourd'hui un hors-piste, un endroit où il reste ça fait peur, mais en même temps, c'est par là que ça va. C'est vraiment là où ça t'appelle. C'est à chaque instant, Thomas. Leur piste, pour moi, est à chaque instant. Les pistes que j'ai sondées hier, les chemins que j'ai empruntés hier, c'est déjà vu.
Pourquoi est-ce que j'emprunterais le même chemin aujourd'hui qu'hier? À quoi bon vivre alors toutes ces années? 24 heures me suffiraient, non? Donc, je suis toujours dans le hors-piste. Yes. C'est toujours ça, parce que chaque instant présent est un hors-piste. J'aime beaucoup d'ailleurs cette expression hors-piste. Je crois que je vais la garder si tu me permets. Je t'en prie. Bah oui, bah c'est vrai, tu sais. Ça met tellement en lumière finalement ce qui se passe. Parce que nous, on a l'impression là qu'on revit une journée un peu comme hier. Mais c'est juste parce qu'il y a de la mémoire qui se projette sur le moment présent. Mais si j'observe le moment présent, juste tel qu'il est, je me rends compte que c'est à chaque fois une découverte. C'est toujours un hors-piste. Et donc, c'est pas parce que j'ai observé certaines choses, ne serait-ce que par rapport au corps, au mental ou au système émotionnel, que je vais figer ces choses. Le danger, c'est toujours de vouloir figer les choses parce qu'après, j'en crée des concepts. Et le mot concept commence par pont. Il est là le problème. Non, enfin, c'est une petite parenthèse un peu bête, mais. Non, c'est parfait. Mais Merci. l'invitation, c'est ça, c'est de se dire, ah ben aujourd'hui, maintenant, j'observe que mon corps, il fonctionne comme ça. Bien, mais ça, c'est juste pour maintenant. C'est ça. Parce qu'il est en train d'évoluer, on n'oublie pas, c'est en mouvement. Hein. Donc, mon empreinte biologique, chimique, énergétique, tout ça, mon empreinte, elle est comme ça juste maintenant. Parce que maintenant, là, elle a déjà changé. Et demain, elle sera différente. Donc, si aujourd'hui, je me dis que, je sais pas, que j'ai bu 2 litres d'eau et que ça lui a fait du bien, demain, ce sera différent. C'est ça. Parce que c'est nouveau, c'est un hors-piste. Je dois tout le temps, d'où l'importance d'observer ça. Parce que ça évolue tout le temps. Et puisque ça évolue tout le temps, il n'y a aucune méthode en tant que telle et aucune statistique qu'on puisse imposer à cela, appliquer, ouais. Yes, ouais. Ah, merci. Je suis ultra frustré d'être entre deux écrans et pas dans un studio, Nasrine, pour t'embrasser et te remercier vraiment avec mon cœur pour ces mots, ces paroles, cette vie et cette présence vivante de vivre ici maintenant euh, et d'être en hors-piste à chaque instant. Merci beaucoup. Merci à toi, très cher Thomas. Merci beaucoup pour cet accueil, pour cet espace. Bientôt, au plaisir d'échanger et puis je vais avoir le plaisir de finir ton bouquin. Merci encore pour cette nutri-émotion. Une nouvelle voie de guérison et d'épanouissement, le pouvoir de l'eau et des émotions aux éditions Erol. C'est dès maintenant chez votre libraire habituel. Merci Nasrine pour ce moment et puis Merci. à très bientôt. Écoutez votre audace, soyez vous-même et à bientôt. Merci d'avoir suivi cette hors-piste et s'il vous a plu, partagez-le. Retrouvez tous les épisodes en vidéo sur ma chaîne YouTube Thomas Sissot et rejoignez le compte Instagram Hors-Piste Podcast pour rencontrer les invités en live et découvrir en avant-première mes prochains invités. À bientôt, écoutez votre audace, touchous.